L'amour, le désir, le sexe, c'est moi, c'est toi, c'est nous, entre nous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison de ce podcast. J'espère que vous allez bien, j'espère que je vous ai manqué parce que vous m'avez manqué. Et alors, quelle nouvelle, je vous souhaite déjà une bonne année 2023. Je présume que vous avez plein de nouveaux engagements à votre compteur déjà et j'espère que vous avez commencé à mettre tout ce qu'il faut pour réaliser vos projets, n'est-ce pas, et projets intimes et sexuels comme je vous l'avais suggéré lors du dernier épisode de la précédente saison. Alors, pour cette nouvelle saison, grande surprise, je partagerai mon micro avec, roulement de tambour, un ami, il sourit déjà, un ami, cher à mon cœur, comme je l'avais déjà mentionné, et il avait déjà été invité sur le podcast, mais pour le coup, pour cette saison, nous partagerons l'antenne, on va dire, et Shri, je suis ravie de te revoir avec moi de nouveau pour cette nouvelle saison. Bonjour. Bonjour docteur. Comment vas-tu ? Très bien. Très heureux d'être à nouveau à tes côtés et de pouvoir partager le micro avec toi en ce début d'année nouvelle. D'ailleurs, bonne année à tous et à toutes, ou plutôt à toutes et à tous, dans l'ordre des choses. J'espère qu'à l'écoute du dernier épisode, tout le monde a pu prendre de bonnes résolutions sexo. Je l'espère aussi. Tu as pris tes bonnes résolutions ? Je les ai prises, effectivement. Tu pourras nous en partager quelques-unes ? On en parlera au fil du podcast. Ok, super. Et alors, qu'est-ce que ça te fait de devoir partager ce podcast avec moi ? Très heureux, très honoré. Merci pour l'opportunité. Et puis surtout, je pense que, et j'espère que ça va apporter cette petite touche masculine, non pas qui manquait, mais qui pouvait être complémentaire à tout ce que tu as pu partager avec nous autres, tes auditeurs. Donc j'essaierai de faire de mon mieux pour étayer un petit peu tes propos et donner ma vision et ma version des faits, et en espérant qu'elle rejoigne dans la globalité celle généralement ou plus générale masculine. Voilà. D'accord. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté de partager justement cette expérience avec moi. Je pense effectivement qu'un point de vue masculin n'est pas de trop, bien au contraire. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui s'en souviennent, à la précédente saison, Shri avait déjà partagé son expérience. Je vous invite à aller réécouter. Il s'agissait du désir d'enfant, le point de vue masculin. Donc, je vous invite à réécouter cet épisode qui était riche en informations. Okay ? Et bonne année à toi également. Je réitère mes vœux. Et ben voilà, nous pouvons commencer ce premier épisode. Roulement de tambour. Alors, la thématique du jour, pourquoi la société rend l'homme responsable du plaisir féminin et quelle est la place de l'homme en ce qui concerne le plaisir féminin ? Très bonne question. Très bonne question, et je me la pose jusqu'à aujourd'hui. Quelle est la place de l'homme en ce qui concerne le plaisir féminin ? Parce que tu penses que... Est-ce que c'est une affirmation ? Est-ce que selon toi, tu penses que la société, effectivement, rend l'homme responsable du plaisir féminin ? Ou pour toi, c'est juste une affirmation bateau ? Quel est ton ressenti quand tu entends cette affirmation ? Je pense que c'est une affirmation bateau, mais quelque peu énoncée de façon hypocrite. C'est-à-dire que, effectivement, les femmes se sont battues, parce que ça a été une lutte, effectivement, pour leur émancipation, quelle qu'elle soit d'ordre sexuel, professionnel, salarial, peu importe. Donc, il y a eu cette lutte de la part des femmes à pouvoir
revendiquer une certaine forme d'égalité, d'émancipation, et donc de prise de pouvoir de leur vie, et notamment sexuelle aussi. Mais malgré ça, la société reste très tournée vers le fait que elles sont, vous, madame, êtes redevable à l'homme ou dépendante de l'homme d'une certaine manière et aussi quelque part sexuellement. Alors oui, c'est un peu prétentieux de dire que effectivement l'homme est le dépositaire du plaisir sexuel féminin, mais pourtant c'est un petit peu ce que on nous montre au quotidien, à savoir avec cette domination masculine sur tellement de choses. C'est à la télé, c'est dans pas mal de discours, de podcasts, et quelque part il y a le revers de cet état de fait qui est une croissance du féminisme, et pas tant du féminisme en lui-même, mais d'un féminisme, je dirais, vindicatif, voire violent. Mais quand tu dis que la société énonce quelque chose et qui visiblement te semble hypocrite, de quelle société tu parles en fait ? De consommation. Principalement la société de consommation. Développe. C'est dans les films. C'est dans les films, par exemple. J'ai oublié le titre du dernier film en date que je regardais avec Mel Gibson, où il est justement animateur de radio. Sans vouloir spoiler, mais dans le développement de la trame du film, eh bien, il se trouve qu'il a une assistante qui, pour pouvoir arriver et monter et gravir les échelons, est dépendante du fait qu'elle veuille bien accorder des faveurs sexuelles ou pas. Effectivement, elle y prend, je pense aussi certainement, son plaisir, mais quelque part, pour son évolution de carrière, eh ben, elle est dépendante d'un homme. Et il y a tellement d'autres exemples qu'on peut donner. Et selon toi, cette version-là, elle est plutôt hypocrite en fait. Parce que, si je comprends ce que tu dis, arrête-moi si je me trompe, on véhicule une certaine information dans les films, dans les médias, qui, compte tenu du féminisme prépondérant, finalement c'est quelque chose d'erroné, ou pas ? C'est quelque chose d'erroné. Je pense que c'est quelque chose d'erroné. Attention, je ne veux pas attiser le courroux de nos amis féministes, et moi-même je pense l'être, mais c'est quelque chose d'erroné dans la mesure où on sait que cette lutte a eu lieu, on sait qu'elle a encore lieu. Et nous savons aussi, fondamentalement parlant, que les femmes à l'heure actuelle sont en pleine possession de leur vie. Elles donnent la direction qu'elles veulent à leur vie. Alors, pourquoi, de façon hypocrite quelque part, nous laisser croire que ce sont les hommes qui sont au contrôle ? Et quand je dis ça, c'est comme tu l'as si bien dit, ce sont les médias, c'est l'industrie du cinéma, alors que dans les faits, et je pense qu'il y a tellement d'hommes qui sont et qui œuvrent et qui prônent eux aussi cette émancipation de la femme. D'accord. Mais tu sais, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que il existe encore des sociétés, c'est pour ça que je te demandais de quelle société tu parles, parce que ici par exemple, on va dire on est en Occident, ok, on a plus de liberté en tant que femme, de choisir, de faire nos preuves, etc., sans nécessairement être confronté, sans forcément subir un peu la pression entre guillemets masculine.
quand je prends mon cas par exemple, je n'ai pas dans mon parcours un souvenir d'un moment où j'ai dû faire mes preuves parce que j'étais bloquée par un individu de sexe masculin. Par contre, quand tu retournes chez nous, culturellement en Afrique subsaharienne, en Afrique noire, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait évident. Dans ce sens que il y a cette place un peu suprême qu'on continue à attribuer à l'homme, en fait. À tort ou à raison, je n'en sais rien, mais dans les échanges, dans la mentalité, on est très souvent, on ramène la femme à ce côté-là de, j'ai envie de dire, un truc que je répète souvent, une femme est femme lorsqu'elle est femme de quelqu'un. Donc, toi, en tant que femme, si tu n'es pas madame quelque chose, épouse ton mari, en soi, tu n'es rien. Et ça se répercute même dans l'éducation qu'on donne aux femmes. Ici, on va par exemple parler de sexualité. Il y a ce côté un peu sacralisation de la femme. La sacralisation de la femme qui fait que une femme, on apprend aux jeunes filles que voilà, tu dois te tenir comme ça, tu dois faire ça. On les éduque, bien même chez celles, entre guillemets, qui ont l'opportunité d'avoir une éducation à la sexualité, on les éduque à donner du plaisir à leur homme et pas nécessairement à prendre du plaisir. Donc il y a une culture de l'homme est tout puissant. Tu vois, et c'est l'homme qui décide finalement de si j'ai droit à un plaisir ou pas, et si j'ai droit à un plaisir, à un certain plaisir même sexuel, c'est à lui de me le donner. Si je vais chercher mon plaisir, très vite je peux être cataloguée comme étant une dévergondée. Tu vois, c'est quelque chose qui est encore présent dans certaines mentalités, et même les femmes finalement qui ont envie d'explorer autre chose vont se retrouver comprimées parce qu'elles ont du mal à exprimer leur désir auprès de leur partenaire au risque de paraître frivole ou que sais-je, tu vois. Donc c'est pour ça que je me demandais, ok, dans le contexte par exemple, parce que oui effectivement on est dans une société comme tu as dit, où une certaine société où voilà, la femme peut décider, la femme peut choisir, et il y a des femmes qui ont eu ce privilège là, mais dans des sociétés où ce n'est pas le cas, est-ce que tu penses que c'est du bullshit qu'on raconte? Non, tu as raison, et mon argumentaire était orienté par rapport à effectivement une société occidentale. Et quand je dis cette consommation, tu mets pleinement le doigt dessus avec ta question ici. C'est clairement un point de vue occidental. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, tu as tout à fait raison. Effectivement, culturellement parlant, chez nous, la donne est tout autre. Et alors oui, effectivement, le postulat de départ prend tout son sens, parce que non, ce n'est pas du bullshit, et effectivement c'est l'homme qui est le dépositaire de, comme tu l'as si bien dit, du plaisir sexuel de la femme. Et le fait d'aller le chercher, oui, elle va être jugée, cataloguée et dénigrée, voire dégradée même. Non, tu as complètement raison, la donne est différente entre l'Occident et nos sociétés africaines. Et c'est quand même étonnant. En fait, pendant que tu es en train de parler, je repense à une discussion que j'ai eue avec une personne proche qui, si elle écoute, elle se reconnaîtra. C'était un peu, quand je parlais de la sacralisation de la femme, je vais embrayer sur quelque chose d'un peu différent, mais ça reste tout à fait en accord. On discutait, et la personne me disait que pour elle, c'est plus facile d'assouvir ses fantasmes avec une femme, une maîtresse, qu'avec sa femme. Parce qu'il y a toujours dans la sacralisation. Tu vois, c'est une parenthèse, mais pour
te dire en fait comment est-ce que, et c'est une personne d'origine africaine, de l'Afrique subsaharienne, donc pour te dire qu'il y a encore cette perception-là de la femme c'est sacré, la femme doit se tenir comme ça, la femme ne doit pas être, et c'est ce que la personne m'a dit, non, elle ne doit pas être trop évoluée en matière de sexualité, elle ne doit pas en savoir de trop. Non, il faut qu'elle reste dans un certain cadre, et tu vois ce que je veux dire. Donc, ce qui fait que finalement, tu es en couple, tu partages une intimité avec quelqu'un, et finalement, ça reste quelque chose de très plat. Bon, après, vous pouvez avoir des expériences, je sais pas, moi, vous pouvez tester, aller faire l'amour dans la cuisine, c'est un classique. Bon, voilà, faire l'amour dans les escaliers, c'est un classique. Mais après, vous n'osez pas beaucoup plus de choses parce que tu te dis, ah non, c'est la Madone. Comme on dit, c'est mère à palais. Voilà, donc... Et donc la dame, elle reste là et elle est en attente de ce que, voilà, mon homme va venir me satisfaire. Mais c'est un peu... Et ça c'est très hypocrite. Parce que la femme que tu as à la maison n'en est pas moins une femme par rapport à ta maîtresse à l'extérieur. Et qu'est-ce qui t'empêche de vivre ces mêmes expériences avec... la mère au palais, comme on dit, de ce que tu vis à l'extérieur. Ben oui. Et c'est hypocrite d'une part, mais surtout, je trouve ça triste pour clairement la femme à la maison. La pauvre, tu parles. Oui, effectivement. Mais lâche. Parce que ça veut dire alors que tu veux t'asseoir dans ce rôle de quoi ? De chef bantou où tu es... Mais c'est ça en fait. Mais c'est pas comme ça que la société vit, c'est pas comme ça que les... c'est pas comme ça que la société devrait vivre. Mais donc quoi, ça veut dire en fait que tu parles de sacralisation de la femme. Moi je pense que c'est une désacralisation d'une femme en particulier, celle que tu as à la maison. À un moment, quand je discutais avec la personne, je me suis posé la question de savoir, j'ai dit, ok, et donc, si tu te dis que tu peux accomplir tes fantasmes les plus salaces avec une femme à l'extérieur, est-ce que, justement, la femme à l'extérieur, c'est entre guillemets, une poubelle, en fait? Tu vois? Le mot est un peu fort. Non, mais clairement, je veux dire, donc, si tu te dis que tu peux tout te permettre avec la femme à l'extérieur, parce que ce sont des discours que j'entends. Régulièrement, j'entends régulièrement ce type de discours. On va avec la femme à l'extérieur faire tout ce qu'on veut, toutes les envies les plus ignobles, les plus salaces, on ne compte pas. Et puis avec celle qui est à la maison, c'est vraiment la Madone, quoi. Like, on n'y touche pas, c'est sacré, l'Immaculée Conception. Je vois, tu vois, le missionnaire du dimanche après-midi. Exactement, je veux dire, pourquoi est-ce qu'une femme ne peut pas être à la fois Madone et courtisane? Je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense qu'elle doit l'être aussi bien pour elle-même que pour son partenaire. Et c'est là que, comme tu le dis si bien, le sexe deviendra magique. Et tu sais, ce qui, moi, me pose souvent question, toujours dans ce volet sacralisation, il y a aussi ce volet très culturel qui veut que, par exemple, ou bien religieux, j'en sais rien, qui veut qu'on fasse croire que, par exemple, la masturbation, en fait, chez la femme, soit une calamité comparée à la masturbation masculine. Non mais c'est phénoménal, hein. Phénoménal. Donc du coup, les jeunes garçons qui découvrent leur sexualité quasiment dans 100% des cas par la masturbation, ok, ça passe comme crème à la poste, tranquille. Et puis les jeunes femmes
elles doivent se regarder dans un miroir et se faire passer de l'eau froide sur la tête parce que si elles osent regarder leur vulve, elles vont devoir porter je sais pas moi, le courroux, que sais-je. Oh, c'est triste, c'est triste. Tu vois ? Alors que dans la majorité des cas, les débuts en sexualité, c'est d'abord dans homme comme femme, jeune homme comme jeune femme, les premières expériences, c'est de l'autostimulation. Tout à fait. Donc, ici, venir me dire que, voilà, une femme qui va regarder sa vulve, non, c'est l'homme qui doit... Enfin, personnellement, moi, je trouve que c'est une pression... Je sais pas ce que tu en penses, tu me diras, mais moi, je trouve que c'est une pression très grande aussi, qu'on fait peser sur la tête des hommes, de leur confier la gestion de l'extase, du plaisir féminin, la gestion du plaisir d'une entité que eux ne maîtrisent pas. Déjà eux-mêmes pour leur propre corps, parfois, bon, voilà, c'est approximatif, hein, bon, mais gérer le corps d'une inconnue, parce que oui, c'est pas parce que vous parlez, que vous vous voyez tout le temps, que vous vous tenez la main, que vous vous embrassez, que forcément tu connais son corps. Non. Tu vois. Donc, devoir gérer le plaisir de quelqu'un, c'est compliqué. Pire encore, devoir gérer le plaisir de quelqu'un qui elle-même ne connaît pas. Non, tu as raison, c'est une forme de pression, et c'est d'autant plus difficile, et pour revenir à l'aspect culturel, qu'on ne nous en apprend rien, d'où que ce soit. Nous les hommes, je ne vois pas, si ce n'est le cours d'éducation sexuelle, et qui est un ersatz d'éducation sexuelle. Quand on prend une banane, on te montre comment enfiler un préservatif, en fait, en gros. C'était un peu ça. Voilà. Si tu as la chance encore, ça c'est une démonstration pratique, sinon tu as une vidéo sur 45 minutes, une fois que les 45 minutes sont passées, c'est terminé. Ouais. Mais du coup, finalement, l'éducation sexuelle se fait un peu via la pornographie. Pornographie qui, en fait, montre simplement des hommes, la plupart du temps, en train de pilonner des femmes qui se mettent à gémir à outrance, mais des fois je regarde le truc, je me dis mais est-ce qu'elle n'est pas en train de gémir de douleur en fait, parce que non mais sérieusement, parce que quand moi je regarde la dégaine du truc, je me dis oula, la meuf elle doit avoir mal, punaise, mais mal, tu vois. Mais et c'est là que le bas blesse et que le tort est, et comme le disait cette personne avec qui tu discutais, tu veux pas faire de film porno avec la personne avec qui tu es à la maison, que tu vois tous les jours, parce que c'est dégradant. Donc tu le fais à l'extérieur, tu le fais ailleurs. Et si, au lieu de survoler cette éducation sexuelle et qu'on faisait quelque chose de complet, vraiment d'éducatif, et bon, après peut-être que ça a changé, je sais pas comment se passent les choses maintenant, mais il y aurait moins ce regard, ou en tout cas cette facilité à se tourner vers la pornographie, avec toutes les dérives que ça fait dans la sexualité au quotidien. C'est pas la vie, la pornographie, c'est pas la vie. Et pourtant, c'est la première source d'inspiration auquel les jeunes ont accès. Il suffit de prendre un téléphone, Google, hop, et on peut tomber sur un tas de vidéos. Et ça fait tellement de dégâts, mais ça fait autant de dégâts, malheureusement pour les femmes, que pour les hommes, que pour les garçons, avec ces sources d'addiction, c'est de la dopamine à outrance, et si je ne me trompe pas, en excès. Oui, tout à fait. Comme quoi. Je m'étonne moi-même de mes connaissances médicales. Ouais, c'est ça. Mais un lecteur invétéré comme toi. Mais voilà, mais ça fait des dégâts
aussi bien chez les filles que chez les garçons. Et il y a vraiment un travail éducatif à faire pour revoir un petit peu tout ça. Maintenant, la question se pose, quel est le bon moment? À l'école, par soi-même? Est-ce que l'éducation doit se faire dans la famille, par les parents? Mais à mon avis, je pense que déjà, à partir du moment où on apprend aux jeunes femmes, aux jeunes filles, qu'elles ont le droit d'avoir des envies. Parce que j'ai déjà reçu une question en privé d'une abonnée justement qui me disait oui, je suis encore vierge et des fois mon corps a des sensations bizarres, c'est comme si j'ai des envies sexuelles, est-ce que c'est normal? Même si j'ai jamais eu de rapport, je lui dis oui. Je lui dis oui, c'est tout à fait normal. C'est normal d'avoir des rapports sexuels, d'avoir des envies, autant pour moi des envies sexuelles. C'est normal d'avoir envie de je sais pas moi, d'avoir cet attrait, d'être attiré par quelqu'un. C'est normal de mouiller sa culotte bêtement, tu vois. Autant aussi vrai que les hommes peuvent avoir des érections, les femmes peuvent mouiller leur culotte lorsqu'elles se sentent excitées, attirées ou que sais-je. Donc, au lieu de dire aux jeunes femmes, oui, ok, quand c'est comme ça, bon, voilà, c'est un péché, c'est une calamité, il ne faut pas, et puis tu vas finir... Non, mais je rigole, mais en vrai, c'est ça. Mais ce sont des trucs qu'on dit aux jeunes femmes et on ne leur explique pas. On préfère fermer le sujet, clore le sujet et voilà, ok, démerdez-vous, au lieu de leur dire ok, ce que tu ressens, c'est que peut-être ça se trouve elle est dans sa période d'ovulation, parce que d'un point de vue hormonal, souvent dans ces périodes-là, voilà, on a un pic hormonal qui fait que bon, on a des envies et c'est normal, il faut gérer. De la même manière que quelques jours plus tard, ces envies vont être totalement réprimées, elle n'aura pas envie qu'on la touche. Et ça fait partie de la sexualité aussi. En parallèle, déjà commencer par arrêter de la culpabiliser quant au fait que voilà, il y a une femme peut ressentir un désir sexuel. C'est normal de ressentir un désir sexuel. C'est normal d'avoir une certaine libido. Certaines femmes, à mon avis, vont avoir une libido plus importante que pour une autre femme, et c'est tout à fait ok, on n'est pas forcément toutes pareilles, mais à côté de ça aussi, apprendre aux femmes que non seulement elles peuvent ressentir du désir, mais même dans le rapport sexuel, il n'y a pas de mal à vouloir prendre du plaisir. C'est triste, parce qu'alors on va arriver à des situations où on va s'excuser d'être humain. Exactement. Tu vois. Et comme tu l'as si bien dit, pareillement aux hommes et l'érection, mais il y a le penchant féminin et c'est tout à fait normal. Et bon, tristement, la société, comme tu dis, brime les femmes par rapport à leur plaisir et c'est Mais on les éduque surtout à ça, tu vois. Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais c'est ce que j'allais dire. Non, il n'y a pas de souci, mais c'est ce que j'allais dire. C'est un problème d'éducation. Et je reviens alors à la question que je posais précédemment. Il faut peut-être changer les choses, mais quel est le bon moment? Revoir un petit peu comment les choses se font. Je prends l'exemple d'une personne avec qui je parlais, qui elle aussi vient d'origine africaine, qui me parlait d'une cérémonie où toutes les grand-mères et les mamans se réunissent, enfin pas les mamans, ce sont les grand-mères, se réunissent au moment, peu de temps après les premières règles de la fille, pour lui expliquer ce qu'est son corps, qu'est-ce qui s'y passe, comment ça se fait, et apparemment, c'est une cérémonie pratique. C'est une cérémonie pratique où il y a du toucher, où il y a vraiment un apprentissage de soi-même qui est fait par les grands-mères. Cette cérémonie serait pratiquée au Burundi. D'accord, c'est super ça. Mais j'ai trouvé ça génial.
génial. Pourquoi ? Mais parce que tu permets à une fille d'être la principale actrice et dépositaire de son propre plaisir. Elle m'avait donné le nom de cette cérémonie, malheureusement j'ai oublié, il serait bien peut-être que je fasse la recherche, ou en tout cas que je redemande pour pouvoir donner la référence. Mais ça c'est ce qui manquerait vraiment dans tellement de nos cultures. Mais en fait, tu sais, maintenant pendant que tu parles et que je t'écoute, je suis en train de me dire que ce qui manque, c'est pas uniquement l'éducation pour les jeunes filles, mais même pour les jeunes garçons. Tu vois, les hommes, des fois, ils ne savent pas déjà se servir de leur propre verge. Clairement, ils apprennent parce que un copain leur a dit que, et puis ils vont s'auto-stimuler, ils vont regarder un film pornographique et ils vont prendre ça en référence. Et puis parfois la première expérience avec une femme, c'est pas toujours ça. Entre parenthèses, est-ce que c'est vrai que les hommes, en général, leur première expérience, c'est avec une femme plus âgée, plus expérimentée, la plupart du temps ? Je crois. En fait, je ne sais pas te répondre. Parce que ça n'a pas été mon cas. Non pas qu'elle ait été plus jeune. Nous avions le même âge, je précise. Ok. Mais je pense que cette conception-là vient beaucoup du fait que... de ce que j'en entendais, effectivement, il n'y avait pas d'éducation sexuelle pour les garçons. Et donc, ce qui se faisait, c'est que un oncle ou ton papa te prenait et vous alliez voir la prostituée, ou en tout cas la fille de joie de la place, et on t'y laissait pour quelques heures. Pour le temps que ça prenait. Pour quelques heures, pardon, je parlais d'expérience personnelle. Mais on t'y laissait pour le temps que ça prenait. Et puis on venait te récupérer. Et donc ça, c'était ton expérience personnelle. Et donc forcément, par la force des choses, elle était plus âgée. Mais est-ce que ça, c'est pas un viol ? Non mais vraiment. Autant je m'insurgerais si on prenait une jeune fille et qu'on la mettait entre les mains d'un monsieur plus âgé pour l'initier au rapport sexuel, autant personnellement je m'insurge du fait qu'on prenne un jeune garçon et qu'on le place entre les mains de je sais pas qui, une bonne femme, pour lui faire découvrir je ne sais quoi. Moi j'assimile ça à du viol, vraiment. Je suis d'accord avec toi, et on revient sur la source, à savoir l'éducation, mais je te parle de ça, c'était il y a des siècles, je ne peux pas dire quelques années, des décennies, voire des siècles. Et alors la question que je me pose, c'est quel autre moyen avait-il ? Et ça, c'est quelque chose qui a certainement été perpétué de décennie en décennie pour arriver à nos jours. Et je prends l'exemple, et c'est pas que en Afrique, puisque ça se passait aussi ici en Europe, où un de mes collègues, un de mes anciens collègues, il se reconnaîtra, c'est comme ça qu'il a été initié lui-même au sexe. Son père l'a pris un jour, avec son oncle, et ce qui est très drôle, c'est pas drôle, mais quand il te le raconte et la manière dont il te le raconte... Ça c'est drôle. C'est à la sortie de l'école. Ils sont venus le chercher en voiture, alors que d'habitude c'est sa mère qui vient le chercher. Ils sont venus le chercher, montent dans la voiture. Où est-ce qu'on va ? Pas un mot, silence. Ils se sont rendus à la frontière française, puisque là-bas apparemment c'était plus toléré d'avoir un mineur qui entre ce genre d'établissement. Et comme je te dis, ils l'y ont déposé. Ils sont entrés, il a vu son père qui a payé. Une femme est venue le prendre par la main, et l'a emmené dans une chambre à l'arrière. Donc c'est pas que chez nous que ça se passe, c'est aussi ici en Europe. Mais à ce moment-là, à cette époque-là, quel autre moyen avait-il de faire les choses ?
En tout cas, quel autre moyen prenait-il pour faire les choses? C'était simple, direct, et tu ressortais de là comme un homme. Et lui-même me le dira, son père et son oncle ne se sont pas souciés de savoir ce qui s'y était passé, comment ça s'y est passé, mais ils l'attendaient dehors avec une bouteille de champagne, et une fois qu'il est sorti... Alléluia, tu es déviergé. Et son père lui a dit, maintenant tu es un homme. Ok. C'est incroyable. Et c'est vrai que effectivement à ce moment-là, il n'avait pas vraiment d'autres moyens d'apprendre. Mais je pense que c'est un peu, à mon avis, c'est vraiment beaucoup de la lâcheté. De la lâcheté, à mon avis. Et là, oui, c'est un jugement de valeur. Je l'assume tout à fait. Mais c'est de la lâcheté dans ce sens que tu te débines. Tu te décharges de ta responsabilité d'éducateur, parce que qui dit parent dit éducateur. Tu te décharges de ta responsabilité d'éducateur. Tu confies ton enfant entre les mains de je ne sais pas qui. Qui te dit que la personne n'a pas une maladie? Qui te dit que la personne est forcément bien intentionnée? Je veux dire, pour moi, tu es parent, tu es éducateur, tu es protecteur. D'où est-ce que je vais aller confier ma princesse à je sais pas qui? Au secours! Non, tu as raison. C'est de la lâcheté. Tu vois, donc... Mais... Donc, encore une fois, c'est la même question. Tu dois trouver comment faire. C'est ça, il faut trouver le juste équilibre. Et je pense que toutes cette manière un peu bancale, un peu travestie, et je crois que il y a encore des vices qui perdurent, hein, et je crois que même avec les hommes, parler de sexualité, c'est pas quelque chose de très évident. Les hommes avec qui j'ai eu à échanger, et pour voir un peu comment est-ce que eux ils parlaient de sexualité, c'est pas toujours facile, j'ai l'impression, et ils ne sont pas beaucoup plus drillés en fait en matière de sexualité. Ils apprennent un peu sur le tas, ils voient un peu, ils observent. C'est peut-être pour ça qu'ils ont tendance à vouloir répéter la même chose avec toutes les femmes qu'ils rencontrent, en se disant que avec une ça a marché, donc forcément avec l'autre ça va marcher aussi. Et ils ne comprennent pas forcément que d'une femme à l'autre ça varie, mais ils ont appris un seul schéma. Et c'est pour ça que finalement on se retrouve avec des femmes frustrées qui elles aussi n'ont pas eu d'éducation à la sexualité. On ne leur a pas appris que voilà, pour prendre ton plaisir sexuellement, il y a toute une série de choses à mettre en place. Il faut que tu, au moment par exemple quand on parle de pénétration vaginale, pour ressentir du plaisir au moment de la pénétration vaginale, tu dois adopter une certaine position. Il y a des positions qui peuvent être plus confortables que d'autres, et tu dois apprendre à jauger, à sentir, voilà, à ressentir un peu tout ça, tu vois. Mais ça ne se fait pas, et donc du coup en plus la masturbation c'est quelque chose où il faut même pas en parler, ok? Parce que en fait moi personnellement quand on dit masturbation c'est se polluer avec la main, donc c'est la manipulation sexuelle avec la main. Donc en général ce que je dis, ça peut se pratiquer en couple ou tout seul. Ce qui gêne c'est le plaisir solitaire en gros. Donc chez les femmes le plaisir solitaire, n'en parlons même pas. Donc, toi-même, tu ne sais pas, le gars en face, il ne sait pas, et puis tu te dis, ok, j'attends que mon voisin d'en face me fasse jouir. Conclusion, le gars, il n'est pas plus avancé que toi, et puis tu finis déçu. Jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un qui te fasse voir les étoiles. Ça, c'est quand tu as le privilège de tomber sur celui-là. Effectivement. Parce que, et c'est ce que je prône en fait dans mon discours. Ce que je prône, c'est plusieurs partenaires différents. Non, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Okay. Ce que je prône, c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage. Que ce soit masculin ou féminin. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et c'est ce que je disais. La première fois que nous tous avons échangé un premier baiser, tu savais, toi, comment embrasser?
Moi, personnellement, oui. C'est ça, oui, arrête tes bêtises. Non, moi personnellement, oui. Là, tu avais vu ça dans un livre, à la télé? Dans un livre. Et tu l'as dit tout à l'heure, le grand lecteur que je suis n'est pas devenu lecteur du jour au lendemain. Mais je sais bien. Pour la petite histoire, ma sœur avait des Marie-Claire, les Elle, les femmes d'aujourd'hui, Ouais. et qui traînaient à la maison. Et donc, moi, j'ai toujours été très intéressé par qu'est-ce qui se passe chez les femmes, par essayer de comprendre la psyché féminine, et par la force des choses, mais aussi le corps. Bon, ceci dit, ces magazines-là où effectivement, par moments, on voyait une poitrine dénudée, étaient aussi nos premiers livres entre guillemets pornographiques. Érotique. Donc voilà, c'est la lecture de tous ces livres-là qui m'a amené un petit peu à, j'ai envie de dire, qui m'a aidé à me débrouiller lors de mes premières fois. Mais c'est parce que j'étais vraiment très intéressé dès le départ, pas tant sur moi, et peut-être pas tant sur l'autre, mais sur comment ça se passe pour tout le monde. Très bien. Donc tu reviens à ce que je disais, tu as appris. L'apprentissage, tu as tout à fait. Tu n'es pas né avec la dextérité d'un Casanova. Peut-être. Arrête. Tu n'es pas né avec la dextérité d'un Casanova. Tu as appris à embrasser, tu as appris à caresser, tu as appris à faire l'amour, tu as appris à être à l'écoute du plaisir de ta partenaire, tu as appris à apprendre ce qui, toi, te fait plaisir, ce qui te donne du plaisir. Effectivement. Tu vois. Et je pense que c'est un discours qu'on devrait davantage tenir aux hommes comme aux femmes, parce que ma philosophie, ma logique, c'est pas nécessairement d'encourager, comme tu disais, plusieurs partenaires. Non, je suis pas en train d'encourager d'aller avec plusieurs partenaires. Si c'est ton truc de changer de partenaire comme tu changes de chaussettes, ça te regarde. J'ai pas de mots à dire dessus. Mais mon point de vue, c'est d'apprendre à être autocentré. Pour les femmes, en tout cas, parce que naturellement, les femmes ont tendance à être un peu allocentrées. Par exemple, elle va, dans le rapport sexuel, elle peut se dire, ok, je fais une fellation. Et faire la fellation en mode, est-ce qu'il prend du plaisir? Est-ce que ça lui plaît? Est-ce que... Ils peuvent même être allez, on va dire, position 69. Elle sera plus focus sur la fellation que sur le cunnilingus qui est en train de se passer. Tu vois? Vraiment? Souvent, très souvent, les femmes sont allocentrées. Okay. Elles ont ce truc-là où il faut qu'ils prennent son plaisir, oui, mais ok, mais c'est un échange. C'est bien de se soucier de est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il prend du plaisir, mais c'est aussi bien d'être à l'écoute de est-ce que je prends du plaisir, est-ce que ça me plaît ce qui est en train de se passer, est-ce que ça fait mal, et si ça fait mal, de lui dire que ça fait mal. Bien sûr. S'il y a une position qui est inconfortable, dis-lui de changer, propose-lui une autre position. Tu vois? Par exemple, je prends des exemples, on va parler par exemple de la levrette. Quand je faisais mes recherches, dans mes lectures, on disait que c'était l'une des positions préférées des femmes. Mais ce truc, ça bute dans le fond, quoi. C'est douloureux, à la longue. Et on va dire c'est la position préférée des femmes, à un moment, ça fait mal, quoi. Surtout si elle a déjà pris un orgasme, et si elle n'est pas le type de femme à avoir plusieurs orgasmes. Si c'est le type de femme à, pendant le rapport sexuel, avoir un seul orgasme, après l'orgasme, on a l'impression qu'au niveau du périnée, ça se rétracte un tout petit peu, c'est douloureux. Être en levrette à ce moment-là, c'est chaud. Tu vois? Donc, et elle va rester là, elle va subir, elle va supporter en disant oui, bon voilà, il faut qu'il prenne son plaisir, mais enfin, je pense qu'il n'y a pas, tu me diras, et là c'est une vraie question que je te pose, est-ce que une femme qui simule un plaisir, finalement, c'est plaisant? Absolument pas.
tu veux être dans le partage et dans l'échange. Enfin, j'espère qu'en permanence, tu veux être dans le partage et dans l'échange. Et tu souhaites que ta partenaire prenne tout autant de plaisir que toi-même. Donc, non, la simulation ne fait pas... ne fait rien d'autre que éventuellement flatter ton ego à un moment parce que tu te dis que, ben voilà, tu es arrivé à faire, je ne sais pas, crier ou quoi, ou qu'est-ce, mais quand tu te penches réellement et tu prêtes attention, non, la simulation ne fait plaisir à personne. Et certainement pas à l'homme. Une fois qu'il est au courant. Parce que c'est pas évident pour nous de le déceler non plus. Ouais. Je pense que quand tu connais bien ta partenaire, tu arrives à sentir quand elle simule. Mais après, il faut prendre le temps de connaître sa partenaire aussi. Et du coup, je ne sais pas si tu avais encore quelque chose à rajouter. Non, par rapport à ça, je retombe sur la conclusion de l'épisode de la première saison que nous avions passé ensemble. Mm-hmm. L'importance de l'écoute, et tu l'as mentionné, l'importance de l'écoute, mais c'est pas l'écoute uniquement avec les oreilles. Je retombe vraiment sur cette conclusion, à savoir garder les oreilles, les yeux, le toucher, l'odorat ouverts et à l'écoute de l'autre, parce que c'est vraiment ça qui détermine et qui permet de savoir si nous sommes tous les deux en communion et que nous prenons tous les deux un moment agréable ensemble. Mm-hmm. Donc oui, l'écoute, ça reste clé. Okay. Ça reste la clé selon moi. D'accord. Moi, je vais clôturer par quelque chose que j'ai dit, moi, plutôt lors du dernier épisode de la première saison. C'est d'encourager surtout les femmes à aller chercher. Ne pas forcément attendre que ça vienne de lui. Parce que si les femmes elles-mêmes ne connaissent pas leur corps, les zones érogènes, les zones sensibles, elles-mêmes elles ne savent pas que voilà, l'arrière du genou peut être une zone caliente, ou voilà, le cou pour certains. Si elle-même elle ne sait pas, ça va être difficile. Tu vois, et même dans le rapport sexuel, et c'est pour ça que je prône les massages, parce que quand tu te fais masser, tu ressens quelles sont les parties sensibles de ton corps. Pas les massages juste du dos, les massages du corps entier. Par un professionnel, tu peux faire ça en institut, si tu peux te le permettre, mais ça te permet de ressentir quelles sont tes zones sensibles. Ça te permet d'apprendre à découvrir ton corps, et quand tu es dans le rapport sexuel, tu sais, tu peux mieux guider ton partenaire. Et pour savoir faire l'amour, pour pouvoir prendre du plaisir avec son partenaire, quand on fait l'amour, il faut faire l'amour. C'est pas en faisant l'amour une fois par mois qu'on sait, ok? Il faut faire l'amour, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Et tu as raison, quand tu dis que les femmes doivent aller chercher, et ici voilà peut-être le point de vue masculin, aussi tout grand chef bantou qu'il soit, aucun homme ne réchignera, ou en tout cas empêchera sa partenaire de prendre par moment l'initiative. Mm-hmm. Ça nous fait plaisir aussi par moment. Peut-être que ça fait partie des choses qui émoustillent les hommes, mais bon, ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast. Épisode, effectivement. Et merci à toi, Shri. Merci à toi. D'avoir partagé ce premier épisode. Merci à vous d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Je pense que c'est le début d'une longue série. On espère longue. On espère longue. Elle le sera. D'une longue série. Merci d'avoir été avec nous. Likez le podcast s'il vous a plu. Laissez un avis. Partagez-le afin de stimuler la réflexion entre vous et votre entourage. Éventuellement, pourquoi pas, dites-nous ce que vous en pensez également. Nous sommes curieux d'avoir vos commentaires. Et je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très vite dans un autre épisode. Restez connectés parce que nous revenons avec des sujets, comment vous dire, de plus en plus chauds. Caliente. À
À très bientôt à bientôt à tous et à toutes. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note, à mettre un avis et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur YouTube, likez et partagez à vos proches. Pour celles qui le souhaitent, vous pouvez réserver une séance de consultation en ligne avec moi ou réserver votre place pour le prochain atelier. Toutes les informations sont disponibles sur notre site lemaxsanté.com. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.